Et si je te disais que ta vie pouvait changer radicalement, simplement en te concentrant sur une seule chose? Oui, une seule. Pas 5, pas 10. Une seule chose essentielle, celle qui, si tu la faisais correctement, rendrait tout le reste plus facile ou même inutile. C'est la promesse de Gary Keller et Jay Papasan dans leur livre culte The One Thing. Une seule chose, la chose essentielle. Et crois-moi, ce n'est pas juste une belle idée de développement personnel pour s'améliorer, c'est la stratégie de performance utilisée par les plus grands entrepreneurs, les athlètes d'élite, les leaders et les créateurs à succès. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, un livre très connu de tous les lecteurs de développement personnel qui souhaitent s'améliorer autant mentalement que physiquement dans leur vie professionnelle comme personnelle. Aujourd'hui, The One Thing, écrit par Gary Keller, un président exécutif d'une entreprise nommée Keller Williams, et c'est ni plus ni moins que la plus grande société immobilière au monde, en nombre d'agents, rien que ça. Et un coécrivain, on va dire, Jay Papasan, qui quant à lui est un écrivain et dirigeant d'entreprise américain. Jay est surtout connu pour avoir écrit et coécrit avec Gary Keller des ouvrages tels que The Millionaire Real Estate Investor, qui ont figuré donc sur les listes des best-sellers du New York Times et The Business Week, et The One Thing, qui a atteint la première place du classement des meilleures ventes du Wall Street Journal. Et donc, Jay Papasan est co-éditeur de ce livre et je vous invite à aller vous informer sur ces auteurs pour en savoir plus sur leur sujet. C'est très intéressant. Mais ici, on se lance dans le résumé du livre. Allez, pour commencer, je te fais un résumé dans le résumé pour te dire que l'idée centrale de ce livre, c'est qu'il nous enseigne à comment concentrer nos efforts sur l'essentiel pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Le message de l'auteur est encore plus simple en fait, c'est que tu dois penser petit. Tu dois te concentrer sur ce que tu dois faire, mais le faire bien. C'est aussi simple que ça. Donc plus tes objectifs sont ambitieux, plus tu dois restreindre ton champ d'action. Le succès donc vient de la concentration et donc de te focaliser sur une seule chose à la fois. Bon, je t'ai déjà résumé le livre, tu peux t'arrêter là si tu le souhaites. Non, je t'invite à continuer, puisque là, je vais te détailler davantage ce livre. Et donc, quelle est la solution qu'apporte ce livre au problème de la majorité des gens? En fait, c'est que la plupart des gens font trop de choses à la fois. Ils veulent même tout faire tout de suite, et finissent même par s'épuiser, se disperser et stagner. On va voir notamment ici que le multitâche, c'est un mensonge. Et que la vraie clé du succès, c'est la concentration extrême dans une seule direction, sur une seule priorité à la fois. Et ce livre, pour moi, c'est un boost dans ton quotidien et une réelle promesse de changer la manière de t'organiser et faire avancer ta vie. Ce livre te pousse à te demander quelle est la seule chose que je peux faire maintenant, qui rendra tout le reste plus simple ou inutile. Et tu verras qu'après ce livre, quand tu voudras appliquer vraiment cette question à ton business, à ta santé, à ta vie personnelle, tout va changer. Tu gagnes en clarté, en productivité et surtout en impact. Alors dans ce résumé, on va voir comment identifier ta seule chose, celle qui a le plus d'effet de levier dans ta vie. On va voir également comment protéger ton temps pour réaliser cette action sans distraction. Et comment faire de cette approche The One Thing un système quotidien pour atteindre des résultats extraordinaires. Alors installe-toi, coupe les notifications, coupe toute distraction et prépare-toi à découvrir la puissance du focus extrême. Et c'est ce que nous propose ce livre, car le succès pour les auteurs, ce n'est pas une question d'en faire plus, c'est une question de faire moins, mais mieux. Allez, dans l'introduction de ce livre, donc, les auteurs ils abordent le sujet de l'effet domino, le principe de l'effet domino. Alors, je ne sais pas si vous avez par exemple déjà regardé des émissions ou même des championnats du monde de domino où des millions de pièces tombent les unes après les autres.
Ou même si vous avez peut-être vu la vidéo virale de MrBeast, le youtubeur numéro 1, qui fait tomber des dominos de plusieurs tailles, et le dernier arrive même à écraser un magasin tout entier, juste par inertie de chaque domino. Eh bien, les auteurs ici, dans ce livre, ils introduisent par la métaphore des dominos. Ils parlent aussi que dans une expérience scientifique, des chercheurs ont montré qu'une pièce de domino de quelques centimètres peut faire tomber une pièce de 50% plus grande qu'elle. Ainsi, une suite de dominos, chacun 50% plus grand que le précédent, peut rapidement atteindre des tailles incroyables et c'est vraiment fou. Écoutez ça, donc si la première pièce fait quelques centimètres et qu'on augmente petit à petit de 50%, la 10e pièce de domino mesurerait presque 2 mètres. La 18e atteindrait la taille de la tour de Pise, soit 57 mètres de haut, seulement la 18e. La 23e dépasserait la tour Eiffel. La 31e pièce serait plus haute que le mont Everest. Et le 57e atteindrait la distance entre la Terre et la Lune. Alors cette image, en fait, elle symbolise à merveille le livre. En fait, l'idée du livre principal, c'est qu'un petit effort bien orienté peut déclencher une réaction en chaîne aux effets extraordinaires. Ensuite, les auteurs, eux, ils partent sur plusieurs leçons, donc que je vais énumérer rapidement ici. La première leçon, c'est que le succès se construit séquentiellement. Alors, comme on l'a vu avec les dominos, le succès est le résultat d'une succession d'actions puissantes, alignées et cohérentes vers un seul objectif concret. La deuxième leçon, c'est que les personnes à grand succès savent identifier la première pièce. La première pièce de domino qui permet de pousser toutes les autres pièces. Alors, chaque jour, les personnes à succès, elles réussissent parce qu'elles priorisent. Elles se concentrent sur une seule tâche essentielle et ne passent pas à la suivante tant que la première n'est pas accomplie. La troisième leçon ici, c'est que les auteurs nous disent que tout ça prend du temps. Eh bien oui, les compétences, les connaissances, les réussites et même la richesse sont le fruit de la constance et du temps. On ne devient pas entrepreneur à succès du jour au lendemain. Il y a des étapes à passer et à ne pas brûler. Donc déjà ici, on a vu 3 principes fondamentaux. C'est que la première leçon, c'était que le succès se construit étape par étape, comme les dominos, faire tomber chaque pièce les unes après les autres, et qu'il est essentiel d'identifier la première pièce, celle qui va faire tomber toutes les autres pièces. Et la troisième chose, c'est que tout ça prend du temps. On doit prendre notre temps pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour avancer, progresser. Ensuite, les auteurs, ils nous parlent ils nous donnent ici quelques exemples d'entreprises qui mettent en place ces principes. Par exemple, KFC, la seule chose pour KFC, c'est la recette du poulet qui est unique. Pour Intel, c'est ses microprocesseurs. Pour l'entreprise Starbucks, c'est de faire du bon café. Et pour Google, avoir un moteur de recherche. Donc, ils se sont concentrés sur cette seule chose essentielle et ont fini par devenir les meilleurs dans leur domaine. Apple aussi s'est concentré sur un seul produit qui évolue avec le temps. Après, ils se sont diversifiés sur d'autres produits, mais l'idée est là, c'est toujours la même chose, une seule chose à la fois. Donc, on a vu ici, c'est que tous ces acteurs se sont concentrés sur une seule chose. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus les personnes les plus connues et riches dans leur domaine. Ce livre, en fait, il nous invite à faire la même chose qu'eux. Ce que tu dois faire pour passer à l'action ici, ce que tu peux faire, c'est que pour obtenir des résultats extraordinaires, il faut que tu te concentres sur l'essentiel. Alors, identifie ta pièce de domino principale et fais-la tomber. Une fois qu'elle sera tombée, cela provoquera de l'inertie, de l'élan qui va faire tomber tout le reste. Donc, tout ça pour dire que le succès n'est pas une question de faire beaucoup, mais de faire la bonne chose au bon moment, encore et encore. Et donc, la question principale du livre, et je la répète encore, c'est quelle est ta seule action aujourd'hui qui, si tu la faisais,
changerait toute ta vie. Alors fais comme ces entreprises. Cherche le produit phare. Cherche ta seule chose, la chose essentielle. Comme on l'a vu par exemple avec Apple, qui est un excellent exemple. Ils ont commencé par le Macintosh, cet ordinateur, leur premier ordinateur. Et puis ils sont venus à l'iMac, l'iTunes, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, et ainsi de suite. Et ce n'est pas fini et ce ne le sera probablement jamais. Chaque étape représentait une seule chose à la fois, un produit central qui définissait l'entreprise à ce moment-là. Et c'est ça que les auteurs veulent nous faire comprendre ici. Les entreprises les plus performantes ont un produit phare, une seule chose qui les définit et qui les rend uniques. Alors pose-toi cette question, pose-toi les questions suivantes. Quelle est la chose unique qui définit ton entreprise ou ta vie ? Quel est ton produit star, ton produit phare ? Quelle est la compétence clé que tu as ? Et si tu ne sais pas encore quel est ton essentiel, quelle est ta chose numéro 1, alors ta priorité numéro 1, c'est de la découvrir. Ce principe, en fait, il rejoint ce que nous avons déjà vu dans différents podcasts, différents épisodes que l'on a parlé. Et ici, on parle de la méthode 80-20, du principe de Pareto, mais vraiment amené à l'extrême. Les auteurs ici nous disent de faire notre liste de tâches. Si je devais l'appliquer à mon quotidien, par exemple, je liste toutes mes tâches pour créer mon épisode de podcast hebdomadaire et je me retrouve avec une trentaine de tâches à réaliser. Donc, 30 tâches, c'est énorme. Et donc, je vais appliquer le 80-20. Donc, si j'applique le 80-20 ici, je me retrouve avec 6 tâches suivantes. Choisir un livre à fort impact, ma première tâche. Deuxième tâche, extraire les idées clés et les citations. Troisième tâche, écrire un script, puis enregistrer ma voix, monter la vidéo, puis publier et optimiser le titre et l'image. Ce serait mon 20% de tâches sur mes 80% qui étaient mes 30 tâches initiales. Donc, le livre, il nous dit qu'on doit continuer à appliquer le 80-20, et alors à ce moment-là, je me retrouve avec les tâches suivantes. Plus qu'une tâche, c'est écrire un script percutant. Alors je vais me concentrer sur mon script percutant, qui est la seule chose qui va apporter de l'impact. Ce que tu peux faire ici, pour passer à l'action, on est toujours dans le passage à l'action, dans tous nos épisodes, mais là, c'est que tu peux identifier tes produits les plus rentables. Et concentre-toi sur ces choses pour les améliorer encore davantage. Donc, réalise ta liste de tâches, applique le 80-20 à l'extrême jusqu'à rester avec une seule tâche. Et améliore cette action au maximum, autant que tu peux. À partir de là, le livre il se divise en 2 parties. La première partie, c'est les 6 mensonges qui nous éloignent de la vérité, et donc des idées reçues qui nous empêchent de vivre selon le principe de The One Thing. Et ensuite, la deuxième partie, c'est les vérités. C'est le chemin simple vers la productivité et les techniques. Ce sont des méthodes concrètes pour appliquer ce principe dans ta vie ou dans ton entreprise. Mais là, pour le moment, je vais te faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là. C'est qu'on a vu qu'on doit vivre avec le principe des dominos, c'est-à-dire trouver notre première pièce qui ferait tomber toutes les autres. Notre chose essentielle. On doit prioriser notre choix de la première pièce. Et ensuite, on a vu que tous les acteurs du marché, toutes les grosses entreprises s'orientent et se focusent que sur une seule chose, leur produit phare qui leur permettra de réussir. Alors, cherche ton produit phare, ta seule chose qui changerait toute ta vie. Allez, on pense aux 6 mensonges du succès. Donc, le premier mensonge, c'est tout a la même importance. Et quand tout semble urgent et important, en fait, rien ne l'est vraiment pour nous. Nous faisons tous des listes de tâches infinies, mais les auteurs nous alertent sur le fait que ces listes nous influencent négativement. Pourquoi elles nous influencent négativement ? Parce qu'elles mélangent les tâches ordinaires, donc ce qui ne sert à rien, et aussi l'essentiel, ce qui est réellement important pour nous. Le résultat, quand on voit une liste de tâches comme ça,
On gaspille du temps, de l'énergie sur des tâches secondaires qui ne servent à rien, au détriment de ce qui compte vraiment. Par exemple, les emails. Beaucoup de gens considèrent chaque nouveau message comme une urgence à traiter immédiatement. Mais cela ne fait que disperser l'attention et ralentir notre progression vers les objectifs, vers les vrais objectifs. Alors, qu'est-ce que font les gens à succès? Eh bien, eux, au contraire, ils prennent le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour eux et se concentrent d'abord sur la tâche essentielle. On en revient à l'effet domino et à la première pièce, à la chose essentielle. Eh bien, les personnes performantes ne cherchent pas à être occupées. Elles cherchent à être productives, donc elles vont chercher cette tâche essentielle, cette seule chose. Et qu'est-ce que c'est être productif? Eh bien, être productif, ce n'est pas faire toutes les choses qui viennent devant nous, mais c'est simplement avancer sur ce qui fait réellement progresser notre vie, notre entreprise ou notre projet. Les auteurs suggèrent donc de remplacer les listes de tâches qui nous dispersent par des listes à succès qui nous orientent vers notre objectif. Et donc, en appliquant les deux concepts du 80-20 et de la liste de succès, je me suis retrouvé avec une seule action qui attire le succès. Et c'est la suivante. Écrire et publier chaque semaine un message qui transforme la conscience d'au moins une personne. Voilà ma tâche essentielle de la semaine sur les 30 tâches initiales. Une liste de tâches, c'est long, c'est confus, ça contient de tout et n'importe quoi, ça te disperse. Alors qu'une liste de succès, c'est une liste courte et ciblée, orientée vers ton objectif, qui contient seulement l'essentiel et qui t'oriente vers un objectif précis. Alors comment créer une liste de succès? Ici, je t'invite à passer à l'action. Sélectionne tes 20% de tâches qui génèrent tes 80% de tes résultats. Et recommence sur ces 20%, choisis à nouveau les 20% les plus importants. Et continue jusqu'à qu'il te reste une seule tâche, celle qui, si tu la faisais, apporterait le plus de valeur et te ferait avancer le plus dans ton projet. C'est ta seule chose, celle sur laquelle tu dois te concentrer. Et concentrer toute ton énergie jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'en réalisant cette tâche, tu découvriras que de nombreuses autres tâches deviennent inutiles. Allez, on passe au mensonge numéro 2, c'est le multitâche. Et oui, le multitâche, c'est une grande illusion. Faire plusieurs choses à la fois n'est pas efficace. Alors, selon une étude de Sophie Leroy, qui est professeure de gestion et doyenne de la faculté de commerce de l'Université de Washington, elle nous dit que changer de tâche constamment, passer de A à B, puis revenir à A, fait perdre du temps et augmente les erreurs. En effet, elle nous dit qu'il y a un effet de résidu d'attention. Chaque tâche que nous n'avons pas accomplie laisse une trace mentale qui perturbe la concentration sur la suivante. Quel est l'impact ici? Cela, en fait, changer d'une tâche à une autre, ralentit la productivité, augmente les erreurs et rend plus difficile la prise de décision stratégique. Alors, quelle est la conséquence sur la performance? Eh bien, plus on arrête une tâche, on l'interrompt, plus le cerveau lutte pour se recentrer. En fin de journée, on privilégie les tâches faciles à terminer pour satisfaire le besoin de clôture, au détriment des priorités. Quel est le résultat ici? C'est que 2 tâches faites en parallèle peuvent prendre jusqu'à 2 fois plus de temps que si elles étaient faites l'une après l'autre. Alors, oriente-toi sur une seule chose à la fois et tu iras plus vite et mieux. Allez, mensonge numéro 3, il faut une vie disciplinée. Alors, on croit souvent que les personnes qui réussissent sont hyper disciplinées. Eh bien, dans le livre, on nous dit que c'est faux. Le succès ne vient pas d'une discipline de faire, mais du fait de faire une seule chose, la bonne chose, et de la répéter avec constance. Il ne s'agit pas d'être parfait partout, mais d'être excellent là où cela compte vraiment pour nous. Alors quand tu développes la bonne habitude, tu n'as pas besoin d'une discipline extrême. L'important est de choisir les bons automatismes.
ce qui t'oriente vers le succès. Alors, détermine ta bonne habitude qui te permettrait d'atteindre ta seule chose que tu veux accomplir pour te permettre d'y arriver avec moins d'efforts. Alors tu vas me dire, oui, mais tout ça, ça prend du temps. Tu crois que c'est facile? Oui, bien sûr, je sais que tout prend du temps. Mais combien de temps pour avoir une bonne habitude? Contrairement à l'idée populaire des 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude, ce que les auteurs nous disent ici, c'est que en réalité, il nous faut 66 jours, soit un peu plus de 2 mois, pour qu'un nouveau comportement devienne un véritable automatisme. Ainsi, en 1 an, tu pourrais installer jusqu'à 6 nouveaux bons comportements, durables, 1 tous les 2 mois. Donc, une habitude tous les 2 mois, 6 nouvelles habitudes. C'est énorme. L'essentiel est donc de choisir les bonnes habitudes, les comportements qui t'apportent des résultats extraordinaires. Alors pose-toi cette question pour passer à l'action. Quelle habitude vas-tu mettre en place dès aujourd'hui qui te permettra de vivre plus sereinement? Allez, c'est une bonne question et je te laisse méditer sur cette question qui pourrait changer l'orientation de ta vie. On passe au mensonge numéro 4. C'est le concept de « tu peux toujours compter sur ta force de volonté ». Alors on entend souvent « allez, donne-toi à fond, mets-y de la volonté et tu y arriveras ». Mais voilà, en fait, le fameux élan de volonté, la motivation, ne fonctionne pas toujours comme on le croit. Pour accomplir des tâches, on compte sur ce que l'on appelle la force de volonté. Et cette force de volonté, cette motivation, c'est celle qui nous pousse à sortir du lit quand on préférerait rester sous la couette, ou aller travailler, ou enregistrer un podcast, ou rencontrer des clients. C'est cette motivation-là. Mais attention, la force de volonté ou la motivation est limitée. Elle n'est pas infinie. C'est comme un réservoir d'essence dans ta voiture. Au fur et à mesure que la journée avance, que la voiture avance, eh bien ce réservoir il se vide. Cela signifie que tu dois profiter de ton pic d'énergie le matin, quand ton réservoir de volonté est plein. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut t'attaquer à ta tâche la plus importante, celle qui a le plus d'impact sur ta vie ou ton entreprise. Le livre recommande donc de réserver tes matinées aux actions les plus importantes, les plus cruciales, et de garder les tâches secondaires pour plus tard, quand ton énergie baisse. Alors ici, je te conseille de te lever un peu plus tôt le matin pour réaliser ce qui compte vraiment pour toi. On passe au mensonge numéro 5 qui est de vivre une vie équilibrée. On cherche toujours ce fameux équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Eh bien, on nous dit ici que c'est un mythe qui est ancré en nous, c'est une illusion de nous-mêmes. Ils nous disent ici, les auteurs, qu'une vie parfaite, équilibrée, n'existe pas. Tu ne peux pas créer une entreprise florissante qui va réussir tout en menant en parallèle une vie personnelle riche et détendue. Il y a des périodes dans ta vie où tu dois faire un choix. Si tu veux faire grandir ton entreprise, tu devras lui consacrer plus d'heures, plus d'énergie et plus de sacrifices. Les auteurs nous disent que les résultats extraordinaires exigent des efforts extraordinaires et que rien ne tombe du ciel. Il faut mériter le succès. Ils insistent aussi sur une idée essentielle. Tu dois garder 2 comptabilités séparées. La première comptabilité, c'est ta vie professionnelle, dans laquelle tu te concentres sur ce qui fait vraiment croître ton entreprise. Consacre 50 à 60% de ton temps à ce qui a le plus d'impact et laisse le reste, 30 ou 40%, pour les activités secondaires. La deuxième comptabilité, c'est ta vie personnelle, ta vie de famille, de santé, tes amis, ton esprit et ton intégrité. Ces domaines ne doivent pas être négligés, sinon ta réussite perdra tout son sens. Car si tu travailles sans jamais profiter de la vie, tu finiras par te demander « Pourquoi est-ce que je travaille si je ne peux même pas être avec ma famille ?»
Alors qu'est-ce que tu dois retenir ici ? Il faut que tu acceptes des périodes de déséquilibre professionnel, mais éviter à tout prix un déséquilibre personnel durable. Sinon, ta vie privée risque de s'effondrer et avec elle, toute ta motivation. Alors qu'est-ce que tu peux faire ici ? Eh bien, tu peux commencer à organiser tes journées dans ce sens. Le matin, de bonne heure, commence par les actions qui ont le plus d'impact. Et ensuite, répartis ta journée de manière plus équilibrée. Un temps pour travailler, 60%, et un temps pour ta famille, 40%. Allez, on passe au dernier mensonge ici, de cette partie. Voir grand, c'est dangereux. Alors il y a beaucoup de gens qui ont peur du succès, qui ont peur de voir grand, parce qu'ils ont peur de tomber. Ils ressentent une sorte de vertige, de la peur, à l'idée de réussir, et finissent par s'auto-saboter. Mais penser petit conduit à des résultats petits. Alors que si tu penses grand, c'est le point de départ des résultats extraordinaires. Le succès exige de l'action, mais l'action doit être précédée par un moment de réflexion. C'est-à-dire que, avant d'agir, réfléchis en grand. Ne te contente pas d'amélioration progressive, de, par exemple, faire un peu mieux chaque fois. Mais, au lieu de ça, planifie des bons qualitatifs, des sauts dans le temps qualitatif, avec un grand impact. Pense en grand. Penser en grand ne veut pas dire rêver sans limite. Cela veut dire poser des grandes questions précises. Par exemple, comment puis-je augmenter mes ventes ? Ou plutôt, tu pourrais dire, si tu vois plus grand, comment puis-je doubler mes ventes en 6 mois ? Cette deuxième question est à la fois ambitieuse et concrète, spécifique. Elle est grande et spécifique. Parce que si tu dis comment puis-je augmenter mes ventes, ce n'est pas précis, tu n'as pas donné un chiffre. Alors que si tu dis que tu vas doubler tes ventes en 6 mois, là c'est précis. Et là tu sais où tu dois aller. Les auteurs suggèrent même de doubler tes objectifs. Si ton but est de gagner 100, eh bien vise 200. Et même si tu n'as atteint que 100, tu auras tout de même réussi ton objectif initial. Si tu vises la lune, tu atteindras au moins les étoiles. Ce genre de défi, ça va te pousser à te sortir de ta zone de confort, à chercher des solutions nouvelles et à agir avec audace. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que tu ne peux pas être le premier à le faire. Alors engage-toi à agir. Comme je le dis toujours dans chaque podcast, une grande idée ne vaut rien si elle reste dans ta tête. Alors tu dois la tester dans la réalité, voir comment le monde réagit et apprendre de tes erreurs, de tes échecs. Que ce soit un succès ou un échec, tu apprendras. Les échecs ne sont pas tes ennemis, ce sont des leçons de vie. Alors chaque erreur que tu vas rencontrer va te rapprocher de ton potentiel maximal. Le véritable apprentissage, en fait, ça va venir du succès, mais surtout des échecs. Parce qu'avec l'échec va naître ta croissance et ton amélioration. Allez, nous avons vu ici que l'idée principale du livre est de se concentrer sur la seule chose. Et nous avons vu aussi qu'il y a 6 mensonges de succès qu'il faut que tu élimines dans ta vie. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Et on va se poser la question, pourquoi cette question est si puissante ? Pourquoi la question suivante est si puissante ? Quelle est la seule chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple ou inutile ? Alors pourquoi ? Parce qu'elle te pousse, cette question, à trouver ta première pièce de domino. Celle qui, une fois tombée, entraîne naturellement la chute des autres. Comment l'appliquer dans ta vie ? C'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Cette question peut s'appliquer à tous les domaines de ta vie. Par exemple, pour ta vie spirituelle. Quelle est la seule chose que je peux faire pour aider les autres et qui rendrait tout le reste plus facile ou inutile ? Dans ta santé physique aussi, elle est importante. Quelle est la seule chose que tu peux faire pour atteindre tes objectifs de poids aujourd'hui ? Dans ta vie personnelle, quelle est la seule chose que tu peux faire pour avoir plus de temps pour toi ?
Et dans la famille et dans tes relations, c'est la même chose. C'est la même question. Quelle est la seule chose que tu peux faire pour améliorer ta relation de couple, renforcer ta famille ou aider tes enfants à mieux réussir, par exemple? Alors on doit d'abord s'imprégner de la question essentielle, de la comprendre et de croire qu'elle va changer notre vie. On doit se la poser tous les jours dans chaque action que l'on va faire. On doit faire de cette question une habitude et se la poser dès que nous faisons notre liste de tâches ou notre liste de succès, afin de toujours vérifier que l'on s'oriente bien sur notre essentiel. Les auteurs expliquent ici que les grandes réponses viennent toujours de grandes questions. Donc, on doit se poser de grandes questions. Par exemple, une question doit être ambitieuse et précise. Si elle est ambitieuse, elle t'oblige à te dépasser. Et si elle est précise, elle définit une échéance précise, une mesure, une direction claire vers laquelle s'orienter. Exemple, tu peux te poser cette question simple, comment augmenter mes ventes? Mais c'est une question qui n'est pas précise. La question précise et spécifique et ambitieuse serait, quelle est la seule chose que je peux faire pour doubler mes ventes en 6 mois? Ou à mon échelle, par exemple, quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour multiplier par 10 mes abonnés sur YouTube? C'est à la fois grand et spécifique. Je souhaite multiplier par 10 mes abonnés sur YouTube en un an. En me posant ces questions, ce type de questions, tu orientes ton énergie vers des résultats concrets et puissants. Alors que tu identifies la seule chose, la chose essentielle pour toi, tu sais exactement où concentrer tes efforts sans te disperser dans des dizaines d'activités secondaires. Alors, on s'est posé la bonne question. Maintenant, comment on va obtenir une bonne réponse? Selon les auteurs, il y a 3 types de réponses. Le premier type de réponse, c'est les réponses réalisables. Ces réponses, ce sont celles que tu peux mettre en œuvre immédiatement avec tes comportements et ton expérience actuelle. Par exemple, tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Tu peux passer à l'action dès maintenant. Ce sont des réponses à ta portée immédiate, puisque ces réponses n'ont pas besoin de recherche supplémentaire. Avec tes compétences et ton expérience, c'est suffisant pour trouver ces réponses. Le deuxième type de réponse, c'est les réponses à la limite. Ce sont celles qui sont un peu plus ambitieuses à trouver. Tu peux les accomplir, mais elles se situent au bord de tes capacités actuelles. Elles vont te demander plus d'efforts significatifs, mais restent tout de même accessibles pour toi. Tu peux y arriver si tu t'y mets sérieusement. Et le troisième type de réponse, ce sont les réponses possibles. Alors là, ici, les auteurs nous disent que le top 1% de la population connaissent l'existence des 2 premiers types de réponses. Les 2 premiers types de réponses, pour rappel, ce sont les réponses réalisables et à la limite, celles qui réellement n'ont pas besoin de compétences ou d'expérience supplémentaires. Donc le top 1%, ils connaissent déjà l'existence de ces 2 premiers types de réponses. Mais ces gens-là refusent de se contenter de ces réponses faciles. Parce qu'elles sont ordinaires pour eux, mais ils préfèrent s'orienter vers les réponses extraordinaires. Ce que très peu de personnes font réellement. Ils s'orientent vers l'extraordinaire. Ces réponses, en fait, possibles, elles vont au-delà de ton niveau actuel de compétence. Alors, ce qui veut dire que tu ne sais pas encore comment les réaliser. Mais ces réponses vont t'obliger à sortir de ta zone de confort et à innover. Et c'est là que naissent les grandes idées, celles qui font vraiment progresser. Ici, je vais te faire un focus un peu sur ce type de réponse, les réponses possibles. Pour trouver ce type de réponse, le livre propose une méthode en 2 phases. La première phase pour trouver ces réponses possibles, c'est de s'orienter vers le point de référence. Avant de repousser tes limites, tu dois savoir où elles se situent. Autrement dit, tu dois étudier l'expérience des autres pour découvrir le plus haut niveau jamais atteint dans ton domaine. Par exemple, si tu as envie de multiplier par 2 le nombre de ventes d'un produit que tu vends, eh bien, cherche une entreprise qui vend un produit qui est équivalent et qui a réussi à vendre 100 unités de ton produit alors que toi tu en vends 50 par exemple. Cette entreprise va devenir ton point de référence, le repère de ce qui a déjà été possible. Et au lieu de te dire que ta limite est de 50,
où ta limite est de 100, tu vas t'en servir comme point de départ. Ce qui va te pousser à t'améliorer. Tu vas comprendre que tes limites peuvent être dépassées. Les limites des autres entreprises aussi peuvent être dépassées. Donc, première phase, trouve ton point de référence. L'entreprise ou la personne qui a les compétences dont tu as besoin et celles que tu veux atteindre ou dépasser. Pour la phase 2, c'est les tendances. À partir de ce point de départ, qui est le point de référence, tu vas observer les tendances du marché et tu vas te poser cette question. Comment puis-je dépasser ce résultat? Comment puis-je le doubler? Cherche des chemins nouveaux pour aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Ici, tu vas chercher les personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux progresser. Et tu vas également chercher les réponses en eux. Et même, je te dirais, tu dois les dépasser. Cette démarche d'étudier les points de référence, puis explorer de nouvelles voies, c'est cette démarche qui va te permettre d'obtenir des résultats extraordinaires. Allez, on passe maintenant à la troisième partie. C'est les résultats extraordinaires qui vont ouvrir les possibilités en nous. Ici, dans le dernier bloc de ce livre, les auteurs nous parlent des 3 P du succès. Alors, en anglais, les 3 P, c'est 1. Purpose, c'est un but clair. 2. Priority, les priorités. Et les 3. Productivité maîtrisée. Et pour représenter ces 3 éléments, les auteurs nous donnent une métaphore. Imagine un immense iceberg dans l'océan. Ce que tu vois à la surface, la partie immergée de l'iceberg, représente les actions quotidiennes. Ce sont les tâches, les réunions, les emails, les urgences, ou pour faire simple, c'est la productivité. Et sous l'eau se cache 90% de l'iceberg. C'est là que se trouve la véritable force de ton iceberg. C'est ton but, la raison profonde pour laquelle tu fais ce que tu fais. Ensuite vient la priorité. C'est ta chose unique qui, une fois accomplie, rendra tout le reste plus facile ou inutile. Alors, beaucoup de gens veulent être productifs. Mais très peu de personnes savent que pour être plus productif, il faut être porté par ses priorités et ses buts dans la vie. On va voir aussi que les gens les plus productifs sont ceux qui tirent le plus de bénéfices, de récompenses de leur travail. Ce qui les pousse à se dépasser encore plus. Alors, comment utiliser le but pour avoir des résultats extraordinaires? Vivre avec un but, c'est savoir où tu vas. Cela revient à te poser la question essentielle. Quelle est ma seule chose? Ton but peut être ta famille, aider les autres, créer quelque chose de significatif ou réaliser un rêve personnel. Chacun a sa propre unique chose, son grand pourquoi. Et ça, c'est ta boussole, celle qui donne un sens à tes actions. Dans ce chapitre-là, l'auteur il nous dit que tout le monde cherche le bonheur, mais ce n'est pas la meilleure manière de le trouver. Que le chemin le plus sûr pour atteindre le bonheur durable, c'est de se donner un sens supérieur à notre vie, trouver son but et un sens à nos actes quotidiens. Donc ici, pour résumer un peu tout ça, on doit découvrir ce qui nous fait avancer. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à sortir de ton lit le matin avant que tout le monde ne soit réveillé? C'est là que tu trouveras la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Pose-toi ces 2 questions. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à te sortir de ton lit? Et si tu n'as pas de réponse, eh bien, je t'invite à prendre un but, n'importe lequel, que tu rêves accomplir. Essaie de noter quelque chose que tu voudrais accomplir dans ta vie, que tu rêves depuis tout petit. Puis décris un plan d'action pour y arriver. Par exemple, le but de l'auteur, c'est d'aider les autres à vivre la vie la plus épanouissante possible par son enseignement, ses conseils et ses écrits. L'enseignement est son essentiel depuis plus de 30 ans. Alors à toi de découvrir quel est ton but, celui qui t'apportera le bonheur sur le chemin. Allez, on passe maintenant aux priorités. Avoir un but, ça ne suffit pas. Il faut définir des objectifs clairs et les prioriser pour y arriver. Si on ne priorise pas, on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas s'orienter vers la chose la plus essentielle pour atteindre notre but.
Et le livre ici nous présente un exercice très intéressant. C'est de définir ses objectifs en partant du futur et en remontant jusqu'à l'instant présent. C'est-à-dire amener notre objectif qui est long terme au plus proche du moment présent pour commencer à s'en approcher au plus vite aujourd'hui. Alors, notre vie est motivée par un but, on a vu. Mais ce but n'a le pouvoir de transformer notre vie qu'à la hauteur des priorités que nous lui accordons. Sans priorité, le but ne peut rien faire tout seul. Alors pose-toi cette question. Quelle est la seule chose que je peux faire maintenant pour me rapprocher de mon objectif long terme? Et c'est très difficile à savoir, parce que l'objectif est trop loin. Donc, il faut y aller étape par étape. Alors voici l'exercice. Ton objectif, il est long terme. Donc, ton objectif, un jour. Par exemple, un jour, j'aimerais atteindre la Lune. C'est ton rêve, ton horizon lointain, sans date fixe. Tu n'as pas fixé de date, c'est un jour. Deuxièmement, on va revenir un peu plus proche de nous. Objectif à 5 ans. Dans 5 ans, je veux être astronaute. Ou avoir fait ou exercer telle chose. Cet objectif doit te rapprocher de ton rêve un jour. Si tu es astronaute, tu auras plus de possibilités d'atteindre la Lune. Maintenant, ton objectif à 1 an. Ce que tu vas accomplir cette année pour avancer vers ton plan 5 ans. Tu dois peut-être passer tel examen, devenir fort physiquement, pour que dans 5 ans, tu puisses devenir astronaute. Objectif mensuel. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour avoir un meilleur physique? Dans ce mois, quel objectif tu vas atteindre? Peut-être que tu dois perdre 5 kilos. Objectif mensuel, 5 kilos. Je dois perdre 5 kilos pour atteindre mon objectif à 1 an, d'être en forme. Et d'avoir perdu mes 20 kilos, par exemple. Objectif hebdomadaire, je vais réduire peut-être ce que je mange ou je fais de l'exercice quotidiennement. Objectif quotidien, c'est peut-être me lever plus tôt pour faire mon exercice de sport. Et 7e objectif du moment présent, c'est à l'instant T où tu es là, prendre une décision qui va permettre d'atteindre tes objectifs jusqu'à 5 ans et jusqu'à même cet objectif de 1 jour. Le but, c'est que tous ces niveaux soient alignés. Chaque objectif quotidien doit servir ton objectif hebdomadaire, qui sert lui-même ton objectif mensuel, puis ton objectif annuel, jusqu'à ton objectif à 5 ans, pour obtenir ton résultat final, ton rêve final, un jour. Rien n'est isolé. Chaque petite victoire quotidienne va te rapprocher de ton grand but. Ici, on revient aux pièces de domino. La première pièce est ton objectif quotidien. Un peu plus loin, ton objectif hebdomadaire. Et encore plus loin, l'objectif mensuel jusqu'à ton rêve lointain. Le but étant de faire tomber chaque objectif jusqu'à atteindre the one thing, ta chose essentielle. Ainsi, tes actions quotidiennes prennent tout leur sens, car elles sont reliées à ta vision de vie. Allez, on passe maintenant à la productivité, parce que la productivité n'est pas une question de travailler longtemps ou de courir dans tous les sens, mais c'est plutôt une question de priorité, de planification, de protection de ton temps. La productivité, c'est tirer le maximum de valeur du temps dont tu disposes. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Pourtant, certaines personnes en accomplissent 2 ou 3 fois plus que les autres. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent se concentrer sur une seule chose à la fois. L'accomplir, puis passer à la chose suivante. Être productif, c'est faire moins mais mieux. Ici, tu peux retenir que les gens qui réussissent sont ceux qui sont les plus productifs. Alors, un de tes objectifs fondamentaux dans la vie est d'être le plus productif possible pour accomplir les choses qui ont de l'importance pour toi. Et le secret de cette partie productivité, c'est de bloquer ton temps pour mettre en pratique ta seule chose. Tu dois bloquer du temps dans ton agenda et le protéger à tout prix. Par exemple, de 7h à 8h, personne ne te dérange. C'est le moment de te consacrer à ta seule chose. L'idéal, selon le livre, c'est de se consacrer 50% de ton temps de travail à cette tâche. Si tu travailles 8 heures par jour, réserve 4 heures sur ta tâche principale, au moins la moitié. Quand ta volonté et ton énergie sont au maximum, c'est-à-dire le matin.
Et attention, l'objectif n'est pas de faire 4 heures, mais de terminer ta tâche. Si elle prend 2 heures, eh bien prends tes 2 heures. Mais l'objectif n'est pas de remplir ces 4 heures de vide, mais de travailler intelligemment et orienté, focus vers ta seule chose. Donc si tu n'as pas fini, continue jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Même dépasse ces 4 heures, mais l'important c'est de terminer ta seule chose, même si cela crée du chaos ailleurs. Car oui, tu ne peux pas tout faire, mais tu dois finir ce qui compte vraiment pour toi. C'est ça la vraie productivité. Allez, maintenant on passe aux 4 voleurs de productivité dans la suite de ce livre. Les auteurs identifient réellement 4 ennemis à surveiller qui t'empêchent d'avancer, d'être productif. Et c'est le premier voleur, c'est l'incapacité à dire non. Si tu ne sais pas dire non, tu ne contrôles pas ton temps. Le problème, c'est que quand on dit oui à une chose, on doit impérativement comprendre à quoi on dit non. Si ton créneau est réservé pour ta seule chose, alors refuse poliment toute autre demande. Ton temps est sacré, protège-le, bloque ton temps pour ta chose essentielle. Retiens surtout que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Surtout, dis toujours oui à ton essentiel qui est ta priorité et non à tout le reste. Le deuxième voleur de temps, que nous dit ici Gary Keller, c'est la peur du chaos, la peur du désordre. Quand tu te concentres sur une seule chose, alors c'est normal que le reste se désorganise peu à peu. Quand tu cherches la grandeur, eh bien, le désordre est garanti. C'est normal. Accepte ce désordre temporaire, c'est le prix à payer pour progresser. Par exemple, tu décides de te mettre sérieusement au sport. Tu bloques 1 heure par jour pour aller courir ou faire du renforcement musculaire. Le résultat, c'est que tu as moins de temps pour autre chose. Ton appartement est moins rangé. Tu réponds plus tard à certains messages, par exemple. Et là, tu commences à stresser. Tu penses que tu perds le contrôle, que tout est en retard. Mais en réalité, c'est normal. Ce désordre est un signe que tu avances, que tu investis ton énergie dans une priorité nouvelle. Donc le reste bouge un peu. C'est normal. Ce n'est pas de la négligence, c'est le prix du progrès. Au bout d'un moment, tu vas remettre tout ça dans l'ordre et améliorer ton organisation. Mais pour l'instant, tu focuses sur ta chose essentielle. Le troisième voleur de temps, c'est les mauvaises habitudes de santé. Un autre ennemi de la productivité, c'est que tu peux négliger ta santé. Et ça, c'est pas bon. Les résultats et les accomplissements extraordinaires demandent beaucoup d'énergie. Il faut donc apprendre à l'obtenir et à la conserver précieusement. Les auteurs nous conseillent, par exemple, de marcher au moins 10 000 pas par jour pour augmenter notre énergie. Et moi, je te conseille effectivement de marcher tous les jours. Être actif, au moins. Maintenir ton corps en mouvement. Ça te permettrait de recharger ton énergie, réduire le stress et régénérer ton esprit. Si tu ne prends pas soin de ton corps tous les jours, ta productivité en souffrira. Moins d'énergie égale moins d'efficacité. Même si personne ne te dérange pendant ton bloc de temps, si ton énergie est au plus bas, tu ne seras donc pas productif. Alors ici, je t'invite à passer à l'action et à faire des exercices tous les jours. Dès la première heure de ta journée, par exemple, le matin quand tu es plein d'énergie, ou à midi après ton repas. Fais de la marche, fais de la course à pied, de la calisthénie, du sport, du street workout, n'importe, peu importe, du temps que tu te mettes en mouvement pour créer cette énergie essentielle pour être productif et en bonne santé. Parce que la santé physique, c'est un pilier fondamental de la performance mentale. Allez, on passe maintenant au quatrième voleur de temps, c'est un environnement qui ne soutient pas tes objectifs. Comme dirait Jim Rohn, on est la personne qui ressemble aux 5 personnes autour de nous. Enfin, ton entourage doit soutenir tes objectifs. Ce qui veut dire que ton entourage doit soutenir tes objectifs. C'est capital. Que tu sois chef d'entreprise ou employé, tu dois habituer ton entourage professionnel à respecter ton temps de concentration, à qu'ils aient les mêmes objectifs que toi. Parce que si ton entourage n'a pas les mêmes objectifs que toi et ne te soutient pas, alors tu n'iras pas loin. Tu deviendras comme eux et n'atteindras pas ton objectif. Par exemple, pendant les heures que tu consacres à tes tâches fondamentales, tu ne vas pas prendre d'appel
ni d'email, ni de réunion. Tu vas dire aux autres que tu n'es pas disponible et ils doivent te comprendre. Ils ne peuvent pas être contre toi. Ton équipe, ton assistante, tes collègues de travail doivent comprendre et respecter ta manière de travailler. Au début, certains seront surpris et c'est normal. Ils trouveront bizarre que tu ne répondes pas à tous leurs messages avant 5 heures par exemple. Mais tu vas leur expliquer que c'est ta méthode de travail et que tu traites les mails à telle heure et pas avant. Ils comprendront, ils vont s'habituer. Et peu à peu, tout le monde va s'habituer à ça. Quand tu protèges vraiment ton temps, ta productivité va se multiplier. On voit aussi que ici, ton environnement physique impacte aussi sur l'atteinte de tes objectifs. Par exemple, tu veux écrire un livre, tu as la motivation, les idées, le plan, tu as tout. Mais ton bureau est encombré. Ton téléphone vibre sans arrêt. Et tu écris au milieu du salon pendant que la télé est allumée et tourne, avec le son à fond. Résultat, tu vas avancer peut-être, mais très lentement et avec frustration. Et puis un jour, tu vas décider peut-être de repenser ton espace. Tu vas ranger ton bureau, tu vas poser ton téléphone dans une autre pièce. Tu mets une lampe douce et une playlist de musique calme qui te concentre dans ton travail. Tu travailles quand tout le monde dort aussi. Et soudain, écrire devient plus fluide. Ce n'est pas ta volonté qui a changé, en fait, c'est ton environnement qui s'est aligné avec ton objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est qu'on doit avoir un but, des priorités et être productif. On doit déterminer notre but de vie, la première partie immergée de l'iceberg, celle qui va nous pousser à avancer et à donner un sens aux actions quotidiennes. On a vu également que chaque objectif qu'on se fixe doit être intimement lié à notre objectif long terme. Ainsi, nos objectifs à 5 ans, 1 an et mensuels et hebdo et quotidiens doivent être orientés vers notre objectif de vie. Et ce qu'on a vu surtout, c'est qu'on doit commencer aujourd'hui à noter nos objectifs tous les jours pour avancer petit à petit vers notre vision. Ce que nous avons abordé surtout, c'est que notre santé et hygiène de vie sont essentielles pour avancer vers nos objectifs. Et pour terminer, on a vu les 4 voleurs de temps, et donc principalement qu'il faut avoir un espace de travail, un environnement propice au travail avec productivité, et éviter les distractions et le bazar inutile. Alors ici, pour conclure ce livre, c'est un excellent livre, je vous invite vivement à le lire, à vous le procurer, car il regorge beaucoup d'exemples concrets, tirés de l'expérience des auteurs, qui sont des entrepreneurs qui ont dirigé une des plus grandes sociétés immobilières des États-Unis. Et personnellement, j'ai commencé à utiliser ce système à la lettre. Je l'ai lu, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai utilisé dans mon quotidien. Maintenant, ça fait 15 jours que je l'utilise. Et j'ai trouvé que m'orienter sur une seule chose, c'était fondamental. J'étais concentré sur une seule chose. Et ça a fonctionné. J'ai continué tant que cette chose n'était pas terminée, jusqu'à l'accomplir. Résultat, je me sentais plus satisfait de ce que j'avais fait. Et à la fin de la journée, j'étais comme une personne accomplie. Alors que c'était une seule chose sur ma liste infinie de tâches que j'ai. Ça a changé mon mouvement tous les jours. Et maintenant, j'utilise cette méthode qui est radicale, certes, mais elle est redoutablement efficace. Et même aujourd'hui, dans mon travail, je ne sais plus quoi faire. J'ai réussi à accomplir toutes les tâches essentielles qui étaient essentielles pour moi et maintenant, je m'oriente sur les tâches de fond. J'avoue que j'ai testé donc du coup cette méthode, mais dans mon cas c'était difficile parce que je travaille dans le domaine de l'informatique et je dois souvent être disponible à tout moment. Il peut y avoir des moments imprévus, mais je ne peux pas me permettre de fermer la porte pendant 4 heures comme d'autres pourraient le faire potentiellement, ou de mettre le mode avion sur mon téléphone, je ne peux pas le faire. Bon, c'est peut-être une faiblesse de ma part ou un manque de discipline, mais je reconnais que lorsque j'applique cette méthode, ma productivité explose. Et au fond, peu importe le système que tu utilises en fait. Que ce soit la méthode Getting Things Done de David Allen ou n'importe quelle autre méthode, ce que je te conseille, c'est que si tu hiérarchises, priorises tes tâches, tu verras sûrement
des changements radicaux dans tes résultats. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que j'ai voulu vous le présenter, parce que c'est un des systèmes les plus extrêmes que je connaisse, c'est juste se concentrer sur une seule chose. C'est percutant, c'est provocateur presque, mais c'est aussi d'une efficacité redoutable. Parce que je l'ai testé, parce que j'ai vu le résultat. En une semaine même, j'ai vu que 80% de mes tâches étaient accomplies, alors que j'en ai réalisé vraiment que 20 essentielles. Je te le recommande vivement, lis-le, expérimente-le, adapte-le pour toi. Je suis sûr que tu verras la différence. Allez, maintenant je te propose un passage à l'action pour toi qui reste jusqu'à la fin, le petit bonus. Premièrement, première tâche que je te propose, c'est de clarifier ton objectif final. Quelle est la seule chose que tu veux vraiment accomplir cette année? Par exemple, générer 1000 € de cash flow mensuel grâce à l'immobilier d'ici 12 mois. L'action immédiate que tu peux faire, c'est écrire ton objectif sur une feuille A4 et place-le là où tu le verras chaque matin. Visualise le résultat comme si c'était déjà fait. Tu peux même faire des affirmations positives en écrivant les choses comme si tu l'avais déjà atteint cet objectif. Affirmation positive, bien sûr, que tu vas lire tous les jours. Ensuite, ce que tu peux faire, deuxième action, c'est que tu vas trouver ta tâche essentielle. Quelle est la seule chose que tu peux faire maintenant qui rendra tout le reste plus facile ou inutile? Par exemple, ce que tu peux faire, c'est analyser 5 biens immobiliers par jour jusqu'à trouver celui qui correspond à tes critères. Par exemple, une action concrète aussi, tu vas lister les actions possibles liées à ton objectif. Entoure celles qui ont le plus grand effet de levier et choisis la chose unique qui va te permettre de lever tout le reste. Troisième action, construis ton effet domino. Quel est ton premier domino à faire tomber? Par exemple, dans le cas de l'immobilier, identifie ta zone d'investissement. Fais une simulation bancaire. Contacte 2 agents ou visitez 3 biens. L'action immédiate, c'est dessine ta chaîne de dominos sur un papier. Coche un domino à chaque fois que tu en fais tomber un. Quatrième action, bloque ton temps chaque jour. Par exemple, chaque matin, entre 6h et 7h30, focus-toi sur la chose la plus importante pour toi. Cinquième action, protège ton focus. Coupe tes notifications pendant ton bloc de travail, désactive les distractions visuelles et délègue ou élimine ce qui ne contribue pas à ta one thing. Sixième action, là je te propose un gros plan d'action ici, créer une habitude durable. Une habitude se met en place pendant 66 jours. Cela fait 6 habitudes par an. Bien, aujourd'hui, commence à répéter une action clé chaque jour pendant 2 mois. Ça deviendra une habitude, ça va te booster à continuer. Ça deviendra une habitude. Et suis ta progression avec un tableau ou une application d'habitude qui peut être intéressant pour voir ta progression et te booster à continuer. Et la dernière action, comme je dis d'habitude, c'est t'évaluer. Regarde ce que tu accomplis chaque semaine pour ajuster et améliorer. Allez, et pour terminer, par une conclusion, si tu ne devais retenir qu'une seule phrase de ce livre, si tu vois que ce plan d'action est trop lourd pour toi, retiens au moins une seule phrase. Les actions bâtissent les habitudes bâtissent le succès et le succès appelle le succès. Alors, tu as un seul domino pour tout déclencher. Chaque fois que tu veux des résultats extraordinaires, cherche l'action qui va te permettre de lever tout le reste, celle qui met tout le reste en mouvement. Alors merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des résumés du succès. J'espère que ce résumé du livre The One Thing t'a plu et qu'il t'aidera à mieux définir tes objectifs, à mieux formuler tes grandes questions et surtout à bloquer ton temps pour être plus productif. Allez, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.